Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai caucasien, c'est Daeg en solo toujours. On reçoit de nouveau Jean-Yves Dufour qui aujourd'hui va nous parler de tradition, donc à savoir les deux auteurs principaux que sont René Guénon et Julie Sévola. Bonjour Jean-Yves. Salut, l'instant caucasien. Donc là, toujours pareil, c'est vrai que mes premières questions sont très naïves, mais ça permet d'introduire les sujets. Est-ce que tu pourrais présenter ces deux auteurs principaux et un petit peu leur parcours ? Oui, donc on va aller assez rapidement, sachant qu'on peut retrouver d'autres conférences ou écrits de moi sur le sujet. Mais donc pour vraiment cerner les personnages, si on commence par Guénon, donc il arrive avant chronologiquement et aussi en termes de publication. Guénon, c'est 1886-1951, donc c'est vraiment la première partie du XXe siècle. C'est un profil qu'on pourrait qualifier au sens traditionnel de savant, parce que c'était un érudit qui s'intéressait à tout, et surtout qui voulait s'intéresser à tout pour ne pas avoir à découper les domaines, que ce soit les sciences, les langues, l'histoire, la spiritualité avec la métaphysique, la religion, à l'époque la théologie. Un sort complet quoi. En fait. Voilà, c'est ça. Donc à l'époque les savants, par exemple si on pense à un type comme Newton, donc un des pères de l'électricité, dans sa vie, il a écrit et publié beaucoup plus de textes de religion, de théologie que de physique. Voilà. Et donc il y a vraiment le profil du savant comme ça qui est complet. Alors qu'aujourd'hui c'est très rare de voir des gens, alors évidemment avec la masse de connaissances que possède l'humanité aujourd'hui, c'est certainement plus difficile de tout connaître, mais sans aller dans le détail, avoir une vue d'ensemble, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Même quand on parle par exemple de l'école polytechnique, moi j'ai pas fait polytechnique, mais un polytechnicien, entre les cours qu'on a vraiment à polytechnique et ce qu'on entend nous par là en se disant polytechnicien, c'est déjà vachement réduit. Oui, c'est plus spécialisé. Oui, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui disparaît, et peut-être que ça va tendre à revenir. Je ne fais pas de la pub spécialement parce que il n'y a pas encore de promotion sortie, mais je pense à l'école de Marion Maréchal, qui essaie justement de redonner aux futurs cadres qui vont donc apprendre le management, peut-être même la diplomatie, etc., la gestion de projet, l'économie, la finance, etc., l'administration, leur donner en même temps une culture classique, une culture littéraire, une épaisseur historique, qui n'est plus enseignée à Sciences Po ou à l'ENA par exemple. Donc ce genre de profil peut peut-être revenir petit à petit, et j'espère que quand on sera aux affaires, là, il faudra le faire, non pas pour quelques formations d'élite, mais pour tout. Oui, décloisonner vraiment. Voilà. D'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, un étudiant, il ne commence pas directement par l'année d'études de ce qu'il a choisi comme discipline. Il a une première année générale, où il fait un peu de culture générale finalement. Et en deuxième année, là, il va commencer à faire comme nous en première année, je sais pas, maths, philo, physique, langue, n'importe quoi. Ok. Voilà. Donc, le profil du savant. Et ensuite, dans son parcours professionnel, il est devenu enseignant, donc enseignant dans le secondaire, donc collège-lycée, en français, en philo et en latin. Et il a enseigné aussi bien à Paris qu'en province, qu'en Algérie, puisqu'à l'époque l'Algérie était française. Donc il a notamment travaillé à Paris, à la Sorbonne, à Blois et à Sétif. En termes de culture traditionnelle, lui, familialement, et à l'époque tous les jeunes de son âge, c'était l'Église. On peut rappeler les premières lois de séparation de l'Église et de l'État, tu sais, interviennent pas en 1905, c'est l'aboutissement final. Oui. Mais ça commence dès 1882. Oui, c'est beaucoup. Donc avec les lois Jules Ferry. Donc lui qui est né en 86, il aurait pu être touché par ça, mais à cette époque, il y avait comme des réticences. C'est pas parce qu'une réforme est passée qu'elle est appliquée tout de suite partout. Donc lui, il a quand même eu une éducation religieuse. Et donc, dès son plus jeune âge, il était, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, imprégné de catéchisme catholique, etc. Mais très vite, je dis, c'est quand il a autour de 20 ans, dès 19-20 ans, il a essayé de s'approcher des autres
des autres traditions et de se faire initier à d'autres traditions que le catholicisme. D'ailleurs, mais il a commencé par rester au sein de l'Église. Alors évidemment, il y a l'Église de Rome, mais lui s'est dirigé vers ce qu'on appelle l'Église gnostique, donc qui revenait quelque part à un christianisme de Jésus originel. Pas prise en charge par l'Église catholique, parce que l'Église catholique a pris le christianisme pour en faire une religion d'État, c'est-à-dire de combat. Voilà. C'est pas nécessairement spirituel. Enfin, évidemment, il y a un dogme, etc. Mais le but était plus temporel que spirituel pour l'Église. Alors que l'Église gnostique, là, on revient vraiment à la pure foi. Mais néanmoins, il y avait une organisation avec des évêques, etc. Donc, et là, je crois qu'il a été nommé à un moment donné évêque de cette Église gnostique. Parce que quand il faisait un truc, c'était pas à moitié. Il arrivait, c'était pas pour rester simple croyant ou simple adepte, c'était pour être. Donc il était évêque. Et il s'est orienté vers la franc-maçonnerie. Il a été à la GLDF, donc à la Grande Loge de France, donc qui est restée, je crois aujourd'hui encore, la plus traditionnaliste des loges, des loges françaises. C'est celle qui est qualifiée de droite. Simplement, avec le Grand Orient c'est-à-dire que ce simple mot fait peur au Grand Orient, effectivement. Donc c'est pour dire que. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans la maçonnerie internationale, c'est le Grand Orient qui n'est pas reconnu. Alors que la GLMF et la GLDF, elles, sont reconnues internationalement. Donc, mais les gauchistes sont toujours dans le déni de la réalité. On en a parlé la dernière fois et on le revoit à cet égard. Donc ça, c'est pour la carrière spirituelle européenne, c'est-à-dire la maçonnerie, l'Église et la connaissance. Donc quand on dit gnostique, il y en a beaucoup qui tombent de leur chaise. Ce serait presque du satanisme. Alors que la gnose, ça veut dire la connaissance. Oui. Il n'y a rien de maléfique là-dedans, rassurez-vous, braves gens. Donc, en 1912, il a 26 ans. C'est ça. C'est pas qu'il va se convertir. Il y a des gens qui disent qu'il se convertit à l'islam. En 1912 en France, ça paraît pas évident déjà. Oui. En fait, c'est pas vrai. Il va pas se convertir au sens où il va choisir une religion. Simplement, il va recevoir l'initiation islamique. Alors dans une branche de l'islam qui est pas spécialement celle des poseurs de bombes, même si à l'époque il n'y a pas tellement de poseurs de bombes en général, qui est le soufisme. Donc, qui est la seule branche réellement métaphysique de l'islam. Et donc il va se faire initier en 1912, mais du jour au lendemain, il ne change pas de pratique. Il continue à l'église par exemple, ou quoi. Par contre, ça lui servira dans une deuxième partie de sa vie. Et il va aussi rencontrer un maître hindouiste et être initié à l'hindouisme. Et quelque chose qui est assez impressionnant, tous ceux qui l'ont connu ont du mal à expliquer ça, c'est comment il va réussir à apprendre les langues. Alors, il a été prof de latin, il sait très bien lire le latin et le grec, il connaît la plupart des langues européennes, anglais, allemand, italien, espagnol, français, ce qui est déjà beaucoup. Oui. Et je crois pas qu'il connaisse le hollandais, le néerlandais, mais ça c'est le petit supplément des Belges, on va dire, et des hollandais, mais il va aussi apprendre à lire et écrire le sanskrit. Et puis ensuite l'arabe et l'hébreu. Donc le mec, arabe, hébreu, sanskrit, etc., c'est vrai, c'est une tête quand même. À cette époque, donc il est petit enseignant, on va dire, et sa vie intellectuelle, elle ne sera pas dans les lycées, elle sera vraiment dans les publications. Il va beaucoup écrire dans des revues, dans des revues parfois contradictoires en termes de public et de croyances. Parce que chaque revue a une ligne. Oui, bien sûr. Et lui, les lignes, il s'en fiche. Donc il va notamment écrire dans la France antimaçonnique, à l'époque qui marche bien. Dans la RISS, c'était la revue internationale des sociétés secrètes. Donc il y avait ce type de revue internationale, donc c'est-à-dire vraiment l'espèce de recension mondiale de tous ces mouvements. Sociétés secrètes. Regnabit qui est en train de nous expliquer qu'Emmanuel Ratier n'a rien inventé, c'est terrible.
Par rapport à quoi? Par rapport à ta revue. Bon, c'est une petite blague. Ah oui, Ratier a travaillé sur... Ça c'est marrant de voir qu'effectivement ça existait déjà, quoi. Ah oui. Bah, aujourd'hui, si tu crées une revue qui s'appelle La France Antimaçonnique, je suis pas sûr que tu arrives à en vendre 500 exemplaires. Oui. À l'époque, ça marchait. Oui, quand même, c'est sûr. Regnabit est beaucoup plus catholique. La gnose, je crois même que c'est lui qui l'a créé. Alors là, c'est un mélange de... En fait, la gnose, il a écrit dedans de 1910 à 1912, donc pendant 2-3 ans. Il y a beaucoup d'articles dedans qui ont ensuite été repris dans ses œuvres ultérieures, et donc il n'a pas changé. En fait, Guénon, ce qui est marrant, c'est qu'il a, dès ses 15 ans, on peut dire, dès ses 20 ans, il a eu la vision complète de toute son œuvre future et de tous les paradigmes et de tout ce qu'il allait faire par la suite, de toutes les sciences traditionnelles. Donc ensuite, ce qu'il a développé au cours du temps a toujours été dans la même ligne. Donc ça, c'est assez original. C'est en totale contradiction avec le parcours d'Evola, mais de manière générale, pour chacun d'entre nous, c'est très rare ce genre de... Ah oui. Vraiment, d'avoir la science innée comme ça, et d'aller dans la bonne direction tout de suite et de jamais revenir dessus. Alors on peut se tromper, mais lui a toujours, à un moment donné, il faut jongler des fois, parce que dans ce cas, si on veut refuser d'admettre de s'être trompé, il faut cacher ses incohérences. Lui, on n'a jamais eu besoin, donc c'est la preuve. C'est assez fou. C'est assez impressionnant. Et il a aussi écrit dans le Voile d'Isis. Oui, alors je reste un peu sur la gnose. La gnose, ça a été l'intégrale des 2 ou 3 ans de la gnose, de 1910-1912, a été publié chez L'Homme Libre, les éditions de L'Homme Libre. C'est rigolo parce que il y a de tout. Il y a par exemple les horoscopes, ou alors des textes sur l'islam ou sur le catholicisme ou sur tel penseur, pas sur Auguste Comte. Et donc c'est très divers. Et alors bon, c'est réservé à une élite, c'est difficile à comprendre quand même. C'était des petites revues qui se vendaient à la semaine. Donc l'intégrale est à disposition. Et ensuite, il a surtout écrit dans le Voile d'Isis, qui est devenu ensuite, qui a changé de nom pour devenir Études traditionnelles. Et donc c'est là qu'il a publié la plupart de ses articles et de ses ouvrages. Voilà. Et moi, pour parler donc de Guénon, bon, avant de revenir sur ce qu'il a écrit, si je termine sa biographie, il a la malchance d'être veuf assez tôt, parce que sa femme décède en... Je sais plus en quelle année exactement, je crois que c'est en 33. Et donc en fait les 15 dernières années de sa vie, au début pour se changer les idées, il part au Caire en Égypte pour faire des traductions, pour aller voir des documents originaux là-bas. Et finalement, au bout de 6 mois passés en Égypte, il fait rapatrier toutes ses affaires là-bas, il vend le reste de ses affaires à Paris et il est bon pour rester là-bas. Donc il va finir ses jours en Égypte. Et il va se remarier là-bas avec la fille d'un cheikh soufi. Donc ces 15 dernières années, il les passe en pratiquant musulman. Et il a... Maintenant, je n'ai jamais été en Égypte, mais ça a été construit depuis. Mais jusqu'en 51, depuis la fenêtre de son bureau, on voyait les pyramides, notamment la pyramide de Gizeh, la grande pyramide. Donc il avait une vue sympathique. Même si lui était retiré des hommes, il discutait encore par correspondance, mais il voulait pas avoir affaire à la communauté, parce qu'il y avait beaucoup de Français là-bas. Il voulait pas avoir affaire à la communauté française, il voulait vraiment se fondre dans le pays. Et d'ailleurs, il recevait un peu chez lui, mais très peu, quoi. Il avait vraiment une vie d'écrivain pur. Il écrivait, c'est tout. Et donc justement, qu'est-ce qu'il écrivait? Alors moi, ça c'est mon analyse. J'ai découpé en 4 grands sujets ces différents thèmes qui sont récurrents. Quand même, j'ai pas précisé en début d'émission, mais tu as écrit quand même Résistance et Tradition en 2013, qui parle notamment de ces 2 auteurs-là. Voilà. Alors non, il parle très peu d'Evola, parce qu'à l'époque je l'avais pas. Je le relirai mieux alors. Oui. mais oui, je m'appuie sur Guénon pour présenter la notion de tradition, qu'Evola a reprise. Il n'aurait pas apporté grand-chose. Oui. Ça a été le successeur. Du terme. Mais on y viendra, parce qu'il y a des différences très importantes à souligner. Donc, le premier angle de ces travaux, c'est l'exposition
des doctrines traditionnelles et l'exposition dans un sens justement traditionnel et dans un sens du cœur de cette tradition et non pas vu par les Occidentaux. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'études orientalistes. D'ailleurs, il y a certains qui considèrent Guénon comme un orientaliste parce qu'il étudie les doctrines orientales. Mais en fait, souvent, l'erreur des orientalistes, c'est de décrire les doctrines des autres avec leur œil occidental. Et du coup, ils calquent des schémas à eux sur des cultures qui y sont étrangères. Et donc, ça sert à rien. Ça sert à rien, ou alors à un niveau très basique. On va pas bien loin avec ce genre de choses. Alors que lui, Guénon, va vraiment à l'intérieur de la doctrine pour l'exposer. Il a fait, et c'est là-dessus, moi, ce que je prends essentiellement, la critique de la modernité. Je sais qu'il y a même à Suavelos, par exemple, il y a un courant plutôt antidécliniste et pour dire non, il n'y a pas de décadence occidentale ou moderne. Pourquoi ? Parce qu'on peut enregistrer cette émission et la diffuser sur Internet en 10 minutes. C'est-à-dire grâce à un réseau de satellites dans l'espace, un truc MP3, voilà, avec un micro. Ça, c'est pas parce qu'il y a un progrès technique qu'il n'y a pas de décadence intellectuelle et morale. Je suis complètement d'accord avec toi là. Et faire le parallèle entre les deux et dire que les deux sont forcément liés, c'est une erreur terrible pour un intellectuel. Et en fait, c'est-à-dire que le refuser la modernité, ce n'est pas refuser aussi la technologie. Ou pas forcément. Enfin, on peut avoir quand même un aspect critique là-dessus. Encore heureux d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pas refusé en bloc. C'est pas refusé en bloc. Alors évidemment, et d'ailleurs, je suis pas certain que les plus grands technophobes soient des traditionnalistes. Moi j'aime beaucoup les auteurs technophobes et j'encourage à les lire. J'en ai parlé dans l'Esprit gauchiste. Jacques Ellul, Théodore Kaczynski, bien sûr. Mais il y en a d'autres, un petit peu Philippe Muret quelque part. Et puis d'autres qui sont plus dans la littérature, c'est-à-dire plus dans la nostalgie de la France des années 50. Parce qu'en fait la France des années 50 pourrait convenir à un technophobe. On n'est pas emmerdé toutes les 30 secondes par téléphone portable, mais on peut quand même traverser la France en moins de 24 heures en train. Donc il y a quand même une forme de progrès. Puis le début de la télévision, on va dire qu'il n'est pas trop conne, quoi. Donc si on traite d'homme des cavernes, un type qui veut revenir à la France des années 50, voilà, ça prouve qu'il y a un juste milieu entre les critiques, comme tu dis, en bloc, et puis tout accepter n'importe comment, c'est-à-dire où est le problème de donner un smartphone à un gamin de 4 ans quelque part, tu vois. Donc il faut se calmer. C'est clair. Voilà. Et donc quand Guénon fait la critique de la modernité, il le fait en opposant Orient et Occident. C'était vrai à son époque, mais on ne peut plus voir ça comme ça aujourd'hui, parce que même aujourd'hui l'Orient a dégénéré. Si vous allez en Asie, en Afrique du Nord, je connais pas l'Afrique noire, mais de toute façon je crois qu'il n'y a jamais rien de spécial à voir, ou l'Amérique du Sud, la modernité a tout brisé. D'ailleurs on le voit, toutes les révolutions qu'il y a, les faillites en chaîne en Argentine, au Venezuela, etc. En Amérique du Sud, c'est terrible. Et ce que vivent ces gens est terrible. Et sans la modernité, ça n'existerait pas. Le Brésil. C'est terrible, le Brésil. Alors, c'est un grand pays, il y a des endroits où on peut vivre bien, mais c'est un pays qui est par terre en réalité. Pour beaucoup de gens, il est sur le carreau des millions de gens. Donc la critique de la modernité sous un angle traditionnel. Alors qu'est-ce que la tradition ? La tradition pour Guénon, parce que finalement on n'a pas encore parlé, c'est une transmission. Le problème aujourd'hui de la France, de l'Europe, des jeunes générations, et les jeunes sont obligés de se rapprocher à quelque chose, mais c'est surtout le problème finalement des générations plutôt de nos parents et de nos grands-parents à qui on n'a rien transmis. Soit parce qu'ils étaient orphelins de guerre, à cause de la guerre de 14, soit parce que après la guerre, ils voulaient plus entendre parler de rien et juste s'amuser, consommer, et avec l'argent qu'on pouvait se faire facilement avec la reconstruction de la France à faire au lendemain de la guerre, il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions existentielles pour s'acheter une maison et aujourd'hui encore pour faire 3 ou 4 voyages dans l'année. Donc dédicace à nos retraités. Mais c'est la dernière génération comme ça, et leurs petits-enfants... Tu veux parler du fameux péril vieux ? Oui. Alors, moi j'aime bien le nommer comme ça, qui parle de boomer. Oui, mais je serais pas méprisant.
Oui, c'est un petit peu méprisant. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Oui, non mais pas forcément toi, mais ceux qui utilisent ces mots, le péril vieux, bon, oui, c'est marrant, le péril jeune, le péril jaune, c'était le jeu de l'époque. C'est ça, c'est comme une référence à ça. Ouais. Donc on peut rigoler, mais sans cette génération qui a quelque chose, ils donnent beaucoup à leurs petits-enfants aujourd'hui, voire à leurs enfants, ce qui est terrible. Le jour où ils disparaissent, là, dans 15 ans, c'est fini. Ah oui. Eux n'auront plus rien à transmettre. On peut leur reprocher de nous avoir peu transmis, mais c'est peut-être la dernière génération qui nous transmet. Ils ont transmis un peu de patrimoine quand même, qu'ils avaient, eux, réussi à constituer. Alors que ceux d'avant n'avaient rien. La génération de nos arrière-grands-parents n'avait pas grand-chose. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, il y a un changement, et finalement, ceux qui ont besoin de transmission, eux n'en ont plus besoin. De toute façon, à leur âge, il y a 75 ans, ils ne vont pas se pencher sur Guénon, je veux dire, ou sur quoi que ce soit d'intellectuel. Mais par contre, la nouvelle génération y va spontanément, parce qu'elle voit qu'elle a loupé un truc. C'est un truc qui joue une génération sur deux, quoi. Parce que si toi tu as loupé, tu vas vouloir le rattraper, et si on te l'a transmis, tu vas vouloir en faire émanciper ton gamin, qui lui en aura besoin la génération d'après. Donc en fait, bon, ça fait saut de mouton comme ça. Mais en réalité, c'est quelque chose de très important, la transmission. Et donc la définition de la tradition pour Guénon, il faut qu'il y ait une transmission. Alors elle peut être écrite, mais généralement elle est orale et elle est vraiment de proche à proche, quoi, de maître à disciple, presque. C'est pas une transmission lointaine. Il peut y avoir une certaine forme de transmission en classe, par exemple. Tu vois, type 3ème République, avec quand le maître arrive dans la pièce, les élèves se lèvent et ensuite il n'y a pas un bruit pendant 3 heures. Bon, je vous invite à aller dans une salle de classe aujourd'hui pour voir ce qui se passe là. Bon. Si le prof est vivant en sortant, il est content, il considère qu'il a réussi sa journée. C'est le prof qui fait un silence pendant 3 heures. Et puis, Bon. Et en espérant que derrière, les parents ne viennent pas lui casser la gueule parce qu'il aurait fait une remontrance un peu sèche à un gamin. Quoi. Donc la critique de la modernité, c'est tout ça. C'est ce manque de transmission qui entraîne comme ça toutes ces débilités sociales dont je viens de parler incidemment, qui sont des conséquences qui n'existaient pas à l'époque de Guénon, mais qui étaient en germe dans ce problème de transmission. Évidemment, il n'y a pas que la transmission, mais pour la tradition, pour la tradition primordiale, c'est primordial. C'est-à-dire que lui, il parle toujours dans ses livres de tradition authentique et régulière. Donc c'est vraiment, comme on dit dans Astérix, la potion magique qui se transmet uniquement de bouche de druide à oreille de druide. Voilà. Et c'est pas le téléphone arabe où c'est déformé au bout de 2. Voilà. Le troisième aspect, donc doctrine traditionnelle, critique du monde moderne, le troisième aspect de Guénon dans ses textes, c'est le symbolisme. Il a vraiment décortiqué le symbolisme justement d'une tradition primordiale qui n'existe pas, qui dans un âge d'or hypothétique ou mythique existerait, mais tu sais, c'est un petit peu comme en maths. Tu vas prendre une hypothèse, un truc qui n'existe pas, et à partir de ça, tu vas démontrer des trucs qui existent. Et finalement, tu n'as pas besoin que ça existe vraiment. C'était juste un point de départ. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en épistémologie, souvent, ça fonctionne comme ça. Et Guénon, en fait, même si la tradition primordiale au sens strict n'a jamais été pratiquée, ou n'a jamais eu de prêtre ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Parce que, en fait, c'est que la plupart des symboles qu'on trouve dans n'importe quelle tradition, et quand on parle de tradition, j'ai cité des religions tout à l'heure auxquelles ils pouvaient être initiés, hindouisme, catholicisme, islam, soufisme. J'ai cité la maçonnerie. La maçonnerie n'est pas une religion à proprement parler. À une certaine époque, ça aurait pu être des ordres de chevalerie. Dans les corporations de métiers, ça aurait pu être la charpenterie, comme la maçonnerie, justement, la maçonnerie opérationnelle. Donc les ordres de chevalerie, les templiers, je ne sais pas. Ça aurait pu être même ce qu'on appelait des sectes. Ça aurait pu être les cathares, par exemple. C'est une tradition. C'est pas anti-traditionnel, le catharisme. Et donc c'est pas nécessairement des religions, ça peut être le bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est-à-dire ça ne relie pas les gens. C'est quelque chose de très individualiste, le bouddhisme. Oui, au fond. Mais pourtant, il y a des maîtres et c'est transmis par la pratique aussi, avec beaucoup justement, tu sais, de zen, de trucs comme ça, de l'exercice sur soi. C'est pour ça que c'est individualiste aussi. Voilà, donc quand on parle de doctrine, c'est doctrine traditionnelle, c'est pas que des religions, c'est tout ce que je viens de citer.
Et le symbolisme, pourtant, existe partout. Le symbolisme maçonnique, le symbolisme de la religion catholique, du protestantisme, de ce qu'on veut, va se retrouver, à un moment donné, on va se rendre compte que ça a une même origine. Le symbolisme, évidemment, celui de la Grèce antique, de l'Égypte antique, de la Rome antique, avec lesquels d'ailleurs n'importe quel élève normalement de CE2, en tout cas de ma génération, connaissait les correspondances entre les dieux grecs et les dieux romains. Oui. Et la correspondance, elle est vraiment immédiate. Ah oui, c'est évident. Même elle a été calquée. C'est-à-dire que c'est pas une coïncidence. Ça a été fait exprès. Voilà, pour le coup, mais ça existait aussi avant avec les dieux égyptiens, etc. Et la correspondance est totale avec tout. Voilà. Oui. Donc c'est ce symbolisme que Guénon décrypte. Et puis, une partie beaucoup plus compliquée qui, moi, m'intéresse moins, peut-être qu'elle m'intéressera un jour, la métaphysique et la réalisation spirituelle, les principes d'initiation, donc des règles générales, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne me touche pas. C'est un peu perdu entre la métaphysique et l'ontologie, l'être, la philosophie de l'être, etc. Bon, c'est une branche assez complexe et peu sans application pratique, a priori, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Je ne me suis pas élevé à ces sphères-là. C'est pour ça que je me souviens, la première conférence que j'ai faite sur Guénon, c'était en 2012. Il y a des types qui disaient « Ah, du coup, il se prend pour un guénonien ». Pas du tout, j'aurais pas cette prétention. Ou évolien, et je vois pas qui pourrait le faire aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter rapidement Guénon. Et donc tu m'as parlé d'Evola. Julius Evola, du coup. Julius Evola, donc le français, l'italien, la France et l'Italie, les petites sœurs, on va dire. Evola, lui, est un poil plus âgé, pas beaucoup, donc né en 1898 et est mort en 1974. Donc lui, en fait, il a connu les 3 premiers quarts du XXe siècle. Donc c'est un peu pareil, finalement, mais plus 25 ans, quoi. Et en fait, les 25 ans les plus terribles, puisque c'est ceux qui ont suivi la guerre. Oui. Alors Evola, lui, n'a pas ce profil initial d'intellectuel un peu austère, de chercheur, presque d'ermite, même dans sa jeunesse. En plus, Guénon était un type à la santé fragile, étant enfant, donc ça limite les interactions sociales, le scoutisme, etc. Bon, il se retrouve un peu seul dans sa chambre, quoi. Ouais. Et le fait qu'il soit brillant à l'école n'y change rien. Alors qu'Evola, c'était plus un sportif, et dès ses 15-20 ans, donc il est fils de baron, donc lui-même sera baron, ouais. Dandy. En Italie, à cette époque, il va croiser les courants un peu. Il va s'intéresser à l'art et aux arts qu'il y a à cette époque. Donc c'est plus la Renaissance, là, c'est ce qu'ils appellent le dadaïsme et le futurisme. Donc c'est vraiment des branches un petit peu perchées, quoi, de l'art, de la musique, de la peinture, de la sculpture. C'est pas classique du tout, c'est pas traditionnel. Pour comprendre. Voilà. C'est presque anti-traditionnel. Et puis ensuite, la guerre. La guerre, alors, comme il a 16 ans en 1914, il ne peut pas s'engager tout de suite, mais en 16-17, il est engagé. Comme il a commencé des études d'ingénieur, il est nommé, officier aspirant. Donc t'es presque officier, c'est vraiment le grade intermédiaire de sous-lieutenant. Toi, c'est vraiment un peu hybride entre sous-off et officier. Donc sous-lieutenant. En fait, là, en termes de guerre, il fait quasiment rien, parce que le temps qu'il ait sa formation, etc., d'aspirant, il arrive, c'est quasiment la fin de la guerre. Oui, d'accord. Mais bon. En tout cas, il aura vu un peu, il aura enduré un peu, il aura pu appréhender ce que c'est que le front et ce que c'est que la guerre. Et que c'est pas des choses marrantes, surtout la boucherie de 14. Et donc, au sortir de la guerre, c'est ça, plus son goût pour l'art un peu dégénéré, ça fait des drogues et tentative de suicide. Alors il aurait pu mourir, mais il ne meurt pas. Et donc là, c'est une espèce de deuxième vie, comme on dit en initiation, justement, la Renaissance. Je fais une petite parenthèse là-dessus. La Renaissance, dans toutes les traditions, quand on se fait initier, par exemple, que ce soit en maçonnerie, en islam, on a une nouvelle identité, on renaît. Comme on dit dans les évangiles, je crois que c'est dans l'Apocalypse, on renaît à la vie. Et donc on change de nom. Oui. Voilà, tu te convertis à l'islam. Par exemple, quand Guénon s'est fait initier en 1912,
il a pris un nom qu'il a réutilisé à partir de 1933 ou 31, je sais plus, en Égypte. Mais il l'avait déjà, ça faisait 20 ans qu'il l'avait, qu'il était prêt à disposition. Il est obligé de faire comme ça, s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas pu être initié. Donc lui c'était Abdel Wahed Yahya, ce qui veut dire en arabe le serviteur de l'unique. Parce que l'unique, pour Guénon, c'est un peu décousu ce que je dis, mais le principe traditionnel, c'est l'unité. Et quand on parle de tradition primordiale, c'est justement parce qu'à la base, il y a une unité. Et qu'il faut retrouver. Et dans la réalisation spirituelle et métaphysique, c'est pareil. Il faut retrouver l'unité de soi avec le cosmos, avec le grand tout. Voilà. Donc toujours cette idée d'unité. Et, voilà. Et donc l'identité avec le nom. Il y a le rite maçonnique d'initiation, c'est on est couché dans un cercueil. Donc on est mort, et puis on sort du cercueil et on revit. Oui, symboliquement. C'est la même symbolique. Bien sûr. Donc Guénon s'en sort, donc Renaissance, et là, quelques années. Et voilà. Et quelques années après, parce que là on est en 18, 19, 20, 22 c'est le fascisme. Oui. Le vrai fascisme, le mussolinisme. Et donc... Oui, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gauchistes qui nous écoutent, le vrai fascisme est italien en fait. Oui. Voilà. Ah oui. Alors l'hitlérisme est considéré, ou le national-socialisme un petit peu avant lui est considéré comme un type de fascisme, mais le fascisme historique, il n'y en a qu'un. Voilà. C'est ça. Et c'est l'Italie, c'est Mussolini, et c'est un peu Evola, parce que Evola, même s'il va le critiquer, au début, il va l'accompagner. Donc d'ailleurs Mussolini et d'autres intellectuels auront toujours une oreille attentive du côté d'Evola, ou un œil sur sa plume. Donc du coup le fascisme quelque part, alors évidemment ça correspond à une époque, il n'est pas arrivé par hasard, et donc ce qui est arrivé à Evola n'est pas non plus une coïncidence ou une avant-garde, c'est simplement qu'à l'époque c'est tout le monde qui est plongé là-dedans. Oui. Et pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'époque, c'est de sortir de la guerre, voilà. Bon. Après, il y a évidemment une dimension propre à l'Italie, parce que l'Italie finalement fait partie du camp des vainqueurs, des forces alliées de l'époque, mais elle passera à l'axe que plus tard. Mais c'est une déçue. En fait, c'est un pays vainqueur, mais déçu par les concessions qui ont été faites au traité de Versailles, notamment. Elle n'a pas eu ce qu'elle attendait en termes de territoire, etc., de colonies. Elle a juste à peine gardé l'Éthiopie. Et donc c'est ça aussi qui va les éloigner des forces alliées, même s'ils seront jamais vraiment complètement dans l'axe, parce qu'ils restent germanophobes, peut-être même encore plus que Maurras si c'est possible. D'ailleurs, De Grelle donne des citations souvent qu'il a entendues chez Mussolini, parce qu'il a côtoyé un peu Mussolini, il était très anti-allemand. Germanophobe au sens strict, c'est-à-dire pas anti-allemand comme nous on avait en France, ou moi qui viens d'Alsace-Lorraine, mais vraiment la peur de l'allemand. Ouais. Et surtout Mussolini avait peur au bout d'un moment de la puissance. Voilà. Là c'est vraiment au sens strict, pas au sens gauchiste, la phobie psychiatrique. Quoi. Ou simplement de la simple critique. Parce qu'en fait quand on dit islamophobe, c'est islamo-critique tout simplement. Personne n'a peur. Parce que par Véronique Genet, personne n'a peur de l'islam. J'espère. Et de toute façon, la peur ne fait pas avancer le problème. Par contre, la critique, éventuellement. Donc, à partir de ces années-là, donc de son réveil suite au problème finalement des conséquences autant de son côté dandy que vraiment des séquelles psychologiques de la guerre. Même si Evola est un guerrier dans l'âme. Bon, ça c'est autre chose. C'est pas parce qu'on est un guerrier qu'on est heureux de massacrer tout le monde. Oui, bien sûr. On revient à De Grelle par exemple. Et donc là il va terminer ses études d'ingénieur, il va arrêter avec les arts dégénérés. Et donc la peinture, même la poésie, etc. Autant Maurras est resté poète toute sa vie, autant Evola va arrêter avec la poésie très très vite. Quoi. Donc philosophie, ingénierie, il va... Parce qu'on est en Italie, c'est Rome, c'est le Vatican. Et Evola va être profondément imprégné de nietzschéisme. Nietzsche qui a écrit d'ailleurs à Nice
qui a beaucoup été dans le sud de la France et le nord de l'Italie pour écrire. Et donc Evola est passionné par Nietzsche, par son antichristianisme, notamment. Et à l'époque, ils n'avaient pas le pape qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc c'était pas pour des raisons bassement politiques, c'était vraiment pour des raisons... c'est anti-manichéisme, c'est au-delà du bien et du mal. Justement, ça c'est la formule de Nietzsche. Oui. C'est exactement ça. Pas de moralisme. Il a dépassé le temps de la morale, est venu le temps de l'action. C'est un peu ce que dit Mussolini d'ailleurs, quelque part. Donc, et beaucoup de sport, notamment l'alpinisme. Oui. Il va faire beaucoup d'alpinisme, et quand on parle d'alpinisme, c'est pas avec sa tente et 15 000 piolets, 30 mètres de corde. Non, c'est le strict minimum. Oui, c'est vraiment c'est vaincre la montagne. C'est pas une blague. Et alors il va évidemment les Alpes italiennes, c'est 4000 mètres d'altitude. Il va vraiment faire des ascensions très difficiles, dangereuses, très dangereuses, et avec un minimum de matériel. Donc c'est vraiment un combat contre lui-même et contre la nature quelque part pour se dépasser. C'est pas le touriste du dimanche qui dit on va aller à la montagne. Et d'ailleurs il a écrit dessus, c'est vraiment comme ça qu'il l'envisage. Ah oui. Et donc il a pris beaucoup de notes de ses ascensions et d'ailleurs il a écrit un texte assez marrant qui s'appelle La métaphysique du ski, où il parle parce qu'à l'époque ça se démocratise, déjà avant la guerre, mais encore plus après la Seconde Guerre mondiale, les sports de glisse, le ski notamment, ou même la simple luge pour les enfants, ou quoi. Et en fait, il dit que ce sont des sports de chute. Donc, on monte en télésiège, en téléphérique, et on descend en glissant. L'ascension, c'est autre chose. On est à pied et on monte en haut. Après, éventuellement, on redescend, mais le but, c'est la montée, c'est pas la descente. Il n'y a jamais le côté effort, effectivement. Et moi, j'aime beaucoup le ski, c'est très sympathique, mais voilà, c'est vrai que c'est pas les mêmes efforts. Et métaphysiquement, effectivement, peut-être on va dire qu'il va loin, mais il y a une dimension comme ça de la chute et l'autre de l'élévation. Donc là, il y a une opposition flagrante, et Evola choisit son camp. Celui de la difficulté. Mais en même temps, de l'élévation qui en découle. Moralement, spirituellement. Voilà. Et parallèlement à ça, il écrit dans plusieurs revues, mais pas vraiment des livres. Il écrit dans des revues, il va accompagner donc le fascisme comme j'ai dit, mais il va toujours être critique. Donc il va dire là c'est bien, là c'est mal. Voilà, ce ne sera pas un intellectuel fasciste au sens où il va tomber dedans sans réserve. Il saura toujours garder une distance importante. C'est pas l'intellectuel de commande. C'est ça. C'est un type indépendant et qui assume. Qui assume ses positions. Néanmoins, il reste assez proche des chefs d'État de l'Axe, puisque en 1943, il se retrouve quelque part en Pologne avec Hitler et Mussolini dans la même pièce. Et en 1945, il va se retrouver aussi, je ne sais plus où, avec des collaborateurs, etc. Il va se réfugier à Vienne à la fin de la guerre. Mais là, il y a des bombardements. Il est pris dans un bombardement et il est paralysé des membres inférieurs. Donc bon, là c'est fini, évidemment, le sport, en particulier l'alpinisme, on peut dire adieu. Et bon, il va réussir à surmonter cette épreuve physique. Évidemment, il ne retrouvera pas l'usage de ses jambes spécialement, c'est une paralysie partielle, mais il ne va pas se mettre à courir partout. Par contre, il ne va pas se laisser démonter, il va continuer non seulement à écrire, mais aussi à encourager. Il aura même des problèmes avec la justice un peu plus tard, parce que on va l'accuser de vouloir remonter des mouvements fascistes. Donc après 1945, et je crois que c'est en 1951, je ne sais plus en quelle année, un peu après, quelques années après la guerre, il va faire 6 mois de prison pour tentative ou encouragement à la reconstitution de mouvements fascistes, qui était interdit par le tribunal de Nuremberg. Voilà, donc ça c'était pour les parcours d'Evola et de Guénon. Alors il faut savoir que Evola
il démarre à partir de Guénon, c'est-à-dire qu'il va prendre tout ce que j'ai exposé sur Guénon, les livres de Guénon, et tous ne sont pas parus à cette époque. Comment il découvre son œuvre alors Guénon est très connu, idée, oui. donc il est traduit dans plusieurs langues. De toute façon, Evola maîtrise le français. Alors je sais plus comment exactement, si c'est en français ou en italien. Mais en tout cas, il découvre assez tôt, il entend parler assez tôt de l'œuvre de Guénon, dès la fin des années 20, début des années 30. Même si les fascistes s'en sont jamais servis, parce que c'est totalement apolitique l'œuvre de Guénon. Métaphysiquement, elle va le toucher. La différence, en fait, ils n'ont pas de différence de thèse. C'est-à-dire que Evola accepte tout à fait tout ce que dit Guénon. Par contre, il n'a pas la même optique. Là où Guénon, donc si on va dans les... Mais ça on pourra peut-être le dire après, quand on prend les 4 états, et surtout les 2 premiers, donc l'autorité spirituelle et en dessous le pouvoir temporel qui lui est soumis, Guénon se place au premier. Il dit c'est une sorte de théocrate. Il faut vraiment que chacun reste à sa place. Les brahmanes, ou le clergé, ou l'autorité spirituelle au sens large, dictent les principes du pouvoir, et l'échelon en dessous, le pouvoir temporel, l'aristocratie, le gouvernement, va les appliquer. Mais ils ne vont pas changer ces principes, ils vont appliquer leur politique en fonction de ces principes, et pas contre eux ou sans eux. Et voilà, il se place dans cette caste-là, aristocratique. Est-ce que c'est parce qu'il est baron? Non, c'est parce que c'est la caste des kshatriyas, celle du guerrier. C'est pas le brahman, c'est pas le clerc, c'est l'homme d'action. Donc, Evola se place à ce niveau-là, donc du coup il pense que le pouvoir doit revenir à cette caste. Ouais, d'accord. Mais en même temps, il sait que c'est compliqué parce qu'il sait qu'à partir du moment où la deuxième caste prend le pouvoir de la première, c'est pas la deuxième qui se hisse au niveau de la première, mais la première qui s'effondre au niveau de la deuxième. Et c'est ce qu'il appelle la régression des castes, et derrière ça s'arrête plus. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a étudié, ce qui s'est passé. À la Révolution française, le troisième état, la troisième caste, la bourgeoisie, prend le pouvoir royal, le pouvoir du roi, après que le roi eut pris, notamment à partir de François Ier, et puis ça culmine avec Louis XIV qui se déclare roi de droit divin, donc c'est l'absolutisme royal de Louis XIV, mais ça commence avec François Ier qui commence à vouloir nommer les évêques, etc. Donc il y a toute une progression comme ça. Et donc le roi a pris le pouvoir du pape et des papes même, puisqu'il y avait Avignon, Rome. La bourgeoisie ensuite fait la révolution pour prendre le pouvoir qui reste à l'aristocratie, à la noblesse déchue, voire la noblesse elle-même qui a voté la propre abolition des privilèges. C'est elle-même qui a voté. C'était les nobles. C'était pas un décret qui venait de l'extérieur, c'est eux qui, globalement, majoritairement, étaient d'accord pour le faire. Et on peut aller plus loin avec les 2 autres castes. La quatrième, le peuple, ce qu'on pouvait appeler la plèbe, c'est elle qui prend le pouvoir, notamment par exemple en Russie en 1917. C'est la révolution bolchevique. Et puis on pourrait aller encore plus loin aujourd'hui avec ce qu'on appelle en Inde la caste, qui est en fait pas une caste, qui est la caste hors caste, qui est les intouchables, qui seraient aujourd'hui les hordes de migrants, qui prennent le pouvoir sur le reste du peuple. Chez nous, effectivement, de plus en plus. Ouais, mais c'est ça maintenant. Ouais, maintenant on en est à ce niveau-là. Là on creuse. Bref. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis parce que ce pouvoir ils ne le prennent pas, on leur donne. Il suffirait de quelques minutes pour le reprendre. Voilà, sur les parcours de Guénon et d'Evola. Écoute, c'est très bien, c'est complet, puisque de toute façon, ma deuxième question, c'était à quoi la tradition s'oppose au monde moderne. Je crois qu'il y a quand même... en tout cas, tu as exposé les principes fondateurs. Donc j'ai parlé du mythe. C'est la tradition-modernité, donc l'opposition entre les deux. On peut juger, c'est pas une grille de lecture qui peut s'appliquer tout le temps, mais on peut faire un test. Elle est souvent valable quand même. Tu prends une personne que tu... Oui, parce que pourquoi on parle de ces 2 auteurs-là, c'est qu'ils sont quand même intemporels. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quand tu les as lus un petit peu, tu as l'impression que l'article aurait pu être écrit hier. Oui. Et en même temps, il aurait pu être écrit il y a 5000 ans. Aussi. Voilà, c'est magnifique. C'est ça qui est fou. C'est magnifique. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois,
en très peu de temps, si tu discutes de choses un peu profondes, faut pas. Tu peux déterminer de quel côté il est, peut-être pas à 100%, mais s'il penche plus du côté moderne que du côté traditionnel, c'est par rapport à son paradigme vis-à-vis du progressisme. Donc soit il est plutôt traditionnaliste, même si en fait Guénon par exemple a horreur du mot traditionnaliste. Parce que une fois que la tradition est perdue, on ne peut pas dire je vais créer un parti traditionnaliste pour la refaire. Elle est perdue. Oui. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Si à un moment donné il y a une rupture de cette transmission authentique et régulière, il y a une rupture. Je ne sais pas ce que ça vaut un druide aujourd'hui. À mon avis, pas grand-chose. Oui. Tu vois Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que c'est rompu, c'est rompu. Tu vas pas t'amuser à... J'ai cherché dans un bouquin et donc je m'improvise druide et donc je vais initier 3-4 mecs à ça qui eux-mêmes... Non, c'est... Tu vois, quand on parle de maçonnerie, la franc-maçonnerie opérative s'est terminée notamment avec la fin la loi Chapelier, la fin de... D'ailleurs, on réduit souvent cette loi à la fin des corporations, mais c'était pas que ça, c'était toutes les associations. Toutes les associations humaines. Donc, tu vois, tu me l'apprends là pour le coup. Oui. Ouais. Elle est très large cette loi, elle est vraiment totalitaire. La République a voulu tout prendre. Et avec la franc-maçonnerie spéculative qui arrivait par la suite. En fait, elle est arrivée avant la Révolution française, elle est arrivée C'était en Allemagne en 1700, je sais plus combien. Mais il y a eu le compagnonnage et la vraie franc-maçonnerie. Il y a eu un trou. Et ensuite, on a retrouvé cette maçonnerie. C'est un petit peu comme quand on parle des... j'ai oublié le nom. Une espèce de société, les Rose-Croix. À un moment donné, il y a eu un trou. C'est-à-dire que ceux aujourd'hui, même si c'est depuis des décennies ou des siècles, qui se prétendent dépositaires de l'héritage, de la tradition des Rose-Croix, eux-mêmes ne sont pas... C'est faux. On peut les croire. Mais historiquement, il y a un tel trou que c'est pas possible. Il n'y a pas de continuité. Peut-être qu'ils ont raison, mais il n'y a pas de continuité, donc il y a toujours un risque que ce soit pas vrai. Donc ça, pour Guénon, si, une fois que la continuité est rompue, c'est plus la peine d'essayer d'y revenir. Tu peux changer de tradition peut-être, mais tu vas pas revenir à celle qu'il y avait avant. Si tu prétends le faire, tu mens. Bon. Après, pourquoi ? Pour des raisons politiques. Donc il a toujours rejeté le traditionnalisme. Donc quand je dis traditionnaliste, c'est pas au sens d'un renouveau, c'est au sens large de la mentalité. L'homme traditionnel, ou l'homme ancien, et l'homme moderne. Voilà. Donc du coup, ce que je disais, c'est que tu peux tout de suite ou assez rapidement définir si quelqu'un a ce paradigme progressiste, c'est-à-dire que pour lui, l'humanité part de zéro, donc d'un âge sombre, noir, nul, vide, et ensuite elle s'élève jusqu'aux droits de l'homme d'aujourd'hui et demain à la société mondialiste universelle. Bravo. Ça, c'est le progressiste. Et puis celui qui est plutôt dans l'optique de la chute, pour qui il y a eu un âge d'or qui est perdu et on arrive dans l'âge le plus sombre du cycle temporel, donc du cycle cosmique de ce que les hindous appellent le Kali Yuga. Voilà. Donc, qui est un terme galvaudé, mais que Guénon utilise beaucoup. Parce que lui a étudié les yugas, le Manvantara, donc qui est le cycle complet. Et si lui ne se soucie pas tellement, et c'est pour ça qu'il est apolitique, parce que autant Evola a envie de freiner cette chute, de tout faire pour la combattre, et il va finir par admettre qu'on peut pas, mais qu'on peut essayer à l'échelle individuelle de faire l'effort, et c'est ce qu'il va appeler chevaucher le tigre, mais à la fin de sa vie, à partir de 61, mais donc les 15 dernières années, les 12 dernières années. Mais par contre, Guénon, lui, s'en fout. Il va pas te faire de grands meetings en disant regardez, c'est nul, il n'y a plus de caractère traditionnel, ma bonne dame. Non, c'est pas grave, on va attendre le cycle suivant. Oui, de toute façon, oui, voilà, c'est cyclique. Et là où il agit, c'est avec une minorité, mais quand je dis minorité, c'est peut-être 10 personnes sur Terre, d'initiés, ce qu'ils appellent les grands initiés, qui ne sont pas les Illuminati, qui sont des initiés sages. Les Illuminati ne seraient pas sages. Et puis ils sont plus nombreux. Enfin bon, c'est pas la même définition, c'est ça que je veux dire. Donc ces fameux grands initiés qui seraient notamment réfugiés en Inde, tu vois, genre les lamas au Tibet ou quoi,
dans un site magique qui s'appellerait l'Agartha, hein, selon sa mythologie, en tout cas selon l'hindouisme, parce que lui reprend la terminologie hindoue, hein, les cycles, les yugas, etc. On peut appeler ça différemment, mais parce qu'on retrouve généralement ça dans d'autres traditions. Bien sûr. Mais lui reprend le terme hindou parce que il considère que l'hindouisme est la plus ancienne tradition sur Terre, et donc il prend celle-ci, pour le prendre d'autres. Donc comme elle est plus ancienne, en plus celle qui a été le plus loin dans cette définition des termes. Voilà. C'est pas pour se la péter en sanskrit. Oui. Voilà. Donc du coup on peut voir assez facilement quelqu'un qui serait progressiste, ou plutôt qui aurait une image de la chute. Voilà. Et donc du coup, alors soit ensuite tu as celui qui est fataliste, ou alors celui qui est optimiste. Hein, voilà. Guénon est optimiste malgré tout. Voilà. Tu as évidemment dans la différence entre la qualité et la quantité. Le monde moderne, c'est ce que Guénon appelle le règne de la quantité, alors que pour un traditionnaliste, pour un homme traditionnel, c'est normalement la qualité. Par exemple, si on parle du régime démocratique, très bon exemple, oui. On est gouverné. Si c'est une vraie démocratie, je trouve que c'est pas le cas, mais peut-être tant mieux, parce qu'une vraie démocratie qui serait gouvernée en plus par, c'est-à-dire c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau électoral. La voix du plus grand sage a la même voix que le dernier migrant à qui on vient donner une carte d'électeur. Bien sûr. Bravo. Donc il ne faut pas s'étonner après des résultats. Alors qu'il serait plus pour un gouvernement qualitatif. Voilà, avec des gens qui sont... C'est pour ça que l'art royal est très difficile. Le fils de roi, le futur roi, le prince, est élevé dans une optique de gouverner un jour. Toute sa vie, toute sa jeunesse et son adolescence et sa jeune vie d'adulte jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir est dédié à ça. Ça s'improvise pas. Il y en a quelques-uns qui ont réussi mais parce qu'ils ont aussi la foi en eux, comme De Gaulle, à le faire. Mais c'est difficile. Il y en a qui se préparent toute leur vie et qui n'ont jamais vraiment le pouvoir. De Gaulle n'a jamais eu vraiment le pouvoir. Voilà, donc la qualité et la quantité, l'ordre et la démesure, on retrouve ça chez les Grecs. Oui. C'est entre l'hubris et le métron, entre la démesure et la mesure. Ce que je disais tout à l'heure rapidement sur la décadence scientifique, le scientisme quasiment. Aujourd'hui, tu as une religion, la science. La science, c'est une religion. Moi, je peux le dire, je suis scientifique. Je suis technicien, la technique, mais bon, il y a aussi une partie scientifique. Mais la chute, au niveau métaphysique, vient qu'on a commencé à réduire l'intelligence à la science. Donc on se coupe de la partie métaphysique. On se réduit à la physique. Et à un moment donné, on réduit la science à la technique et au progrès matériel. Bon. Et donc c'est ce que Descartes et Bergson appellent le couple progrès technique, progrès moral. Et en fait, ça définit l'humanisme. L'humanisme, c'est ce couple progrès technique, progrès moral. Et donc, c'est humaniste, c'est-à-dire c'est anti-traditionnel, puisque au lieu de mettre Dieu, au lieu de laisser comme c'était Dieu au centre de la vie publique et spirituelle humaine, on remplace par soi-même par l'homme. Et l'homme avec un grand H, on a très vite fait d'aller sur l'homme avec un petit H, et donc on arrive très très vite à un individualisme fou, mais c'est à un égoïsme fou. Tu es en train de résumer 1789, là, c'est clairement ce qui s'est passé. Et ça s'est passé avant. Parce que 89 est l'aboutissement de cette logique et pas le point de départ du tout. Le matérialisme en fait. Et c'est là où Marx a raison. Parce que lui, c'est ce qu'il explique, sauf que lui s'en félicite. Mais il l'explique. Voilà. Bref, et donc, du coup, tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement avec le mondialisme, avec le village planétaire, le gouvernement mondial, c'est l'uniformisation de tout. Voilà. Mais aussi bien des mentalités que des objets, même que des objets créés avec l'industrialisation qui arrivait après. C'est la standardisation de tout. De la nourriture, je veux dire, tu travailles dans une ville comme Toulouse, tu vois le résultat. C'est partout pareil. Même tu prends l'avion, tu n'as pas l'impression de changer de pays, parce que dans n'importe quel aéroport, tu vas retrouver les mêmes boutiques de parfums, de bouffe, les mêmes chaînes de vêtements. Voilà. Pour répondre à la question, donc essentiellement, on pourrait aller plus dans le détail, mais pour s'en tenir aux principales différences entre tradition et modernité.
Alors toi, est-ce que tu penses que tout est bon à prendre dans la tradition, justement? Est-ce que c'est pas un petit peu, bon, tu as un petit peu en partie répondu dans la dernière question, mais est-ce que c'est pas un petit peu utopique de vouloir un retour, un certain retour au passé? Est-ce que, d'après toi, un archéofuturisme tel que le décrivait Guillaume Fay, ça serait pas plus souhaitable, une espèce d'alliance un petit peu entre ces deux mondes-là? Oui, alors c'est pour ça que Guénon n'était pas traditionnaliste, et je vais pas l'être moi. C'est pas parce qu'on a une vision du monde, explicative du monde traditionnaliste, qu'on veut à tout prix figer dans le temps tout ce qui existe. Même si revenir à la France des années 50, ça peut être sympathique pour quelqu'un qui avait 15 ans dans les années 50, pour nous ça veut rien dire. Oui. Donc de tout, tu vois, imagine si c'est pour remplacer les années 50 au Moyen-Âge ou je ne sais quoi. Oui, ça s'en fait. Ouais. Ça n'a pas de sens. Par contre, il faut essayer de réfléchir aux principes. Et moi j'avais, je sais plus à force si c'est moi ou si c'est dans les lectures que je l'ai vu quelque part, mais un principe simple, c'était que en fait, si on devait retenir un principe d'une société traditionnelle, c'est qu'elle a des principes. La société moderne n'en a pas. On peut toujours aller plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les associations les plus subventionnées par l'État peuvent crier à la transphobie d'État. Parce que l'État est transphobe pour elle. Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Dans la folie. Dans ce que j'ai. Je renvoie à mon essai L'esprit gauchiste qui est en ligne gratuitement, que je continue à mettre à jour et que j'en ferai certainement en 2019 parce que là je suis en train de rajouter des grosses parties d'auteurs. Oui, de l'index, oui. Parmi lesquels il y aura Guénon et voilà, mais là j'ai déjà écrit les fiches de Drague, de Crevel, de Cerise, de qui d'autre, bon enfin bref, on parle alphabétique quoi. D'Aldostérone, voilà, donc il y en aura une vingtaine. Et après en 2019 il sera imprimé. Oui d'accord. Voilà, il sera, je dis pas que je ne mettrai plus à jour par la suite en ligne, mais il y aura plus grand chose à rajouter quand même parce qu'il sera vraiment. Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Ça fait, je sais plus, depuis 2017 en tout cas, donc ça fait 1 an et demi. Oui c'est ça. Je crois que la première version a été imprimée chez Bibract début 2017, donc tu vois, ça fait un certain temps. Voilà. Donc évidemment que tout n'est pas à apprendre, mais les principes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'autre que les principes? Le but, c'est pas de dire oui, je veux que l'Église catholique régente nos vies, ou le roi, ou quoi que ce soit, ou une certaine aristocratie dégénérée. Bon, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se poser la question de la transmission. Par exemple, si on dit on est la France, très bien. Qu'est-ce que la France? En quoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre aux jeunes générations ce que c'est, d'où ils viennent, et apprendre à en être fiers, et pas apprendre à la détester comme on le fait aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 niveaux, hein, le mal, le bien et la neutralité. Bon, bah, eux, non seulement ils pourraient ne pas en parler du tout, mais ils en parlent avec haine. Quand ils parlent de haine, c'est leur haine de la France qui transpire dans chaque truc. Quoi. Bien sûr. Là maintenant, une petite pique pour les gauchistes. Là, j'ai entendu Macron hier qui disait dans un discours au Danemark, là les Français ils n'aiment pas les réformes, ils sont réfractaires. La dernière fois qu'on a utilisé le mot réfractaire en France, c'était pour le STO. Oui. On peut toujours aller plus loin dans le gauchiste et traiter Macron de nazi avec cette formule. Tout à fait. Oui, on est réfractaire, mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'on aime le changement. Donc en 2022, ça va changer, qu'ils ne s'inquiètent pas. Petit message. Ouais. Bref. Donc oui, l'archéofuturisme, alors je n'ai pas lu l'archéofuturisme de Fay, et j'en ai lu que des résumés. J'ai pas lu l'ouvrage de l'archéofuturisme. Est-ce que tu peux détailler rapidement peut-être? L'archéofuturisme, c'est un petit peu ça, c'est l'idée de mêler entre guillemets le meilleur de la modernité, même si c'est vrai qu'on le cherche de plus en plus finalement, avec le meilleur de la tradition, c'est un peu d'où le terme un peu bizarre, qui est une espèce de collage entre... Oui, ça fait un peu oxymore quoi. Oui, qui est complètement aucun sens d'un premier point de vue, c'est une espèce de mélange improbable, mais je crois que le futurisme un petit peu italien, il y avait un petit peu cette idée-là aussi, la technologie, bon il n'y avait pas le recul nécessaire évidemment à l'époque, mais il y avait ce côté,
côté machine qui va nous aider, nous fascistes, voilà. Parce que, alors, chez Mussolini et le fascisme italien, je sais pas, mais effectivement, en tout cas, dans l'Allemagne industrialisée, technisée, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un philosophe comme Heidegger a pu être considéré par certains abrutis comme nazi, alors qu'il fait une critique très dure, justement, de la technique, plus dure que Jacques Ellul, et alors que les nazis vénéraient la technique. On pourrait presque faire le lien, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Tolkien était catholique, d'ailleurs un des rares Anglais à être catholique, alors que les nazis étaient plutôt païens, parce que ils défendaient les hobbits, une contrée très rurale, qui vit essentiellement de l'agriculture et qui a horreur du changement, des voyages. Imagine aujourd'hui le tourisme de masse. Eux non, ils aiment pas qu'il y ait des touristes chez eux, ou alors ils restent une nuit et ils repartent, et ils font pas le bordel pendant ce temps-là, et eux ils vont pas voir ailleurs non plus. Voilà. Bon. Ouais. Ça c'est l'idéal hobbit. Et à côté de ça, il y avait l'idéal à la fois de Sauron et aussi de Saruman quand il change d'alliance avec la technique. Ouais. Lui qui tue les arbres, qui détruit les forêts pour faire des immenses usines à orques. Donc il crée les urukai, et en fait là je parle un peu de ça dans l'ombre sommet. Il y a une opposition entre la nature et la technique à ce niveau-là. Et donc la technique, en plus pour la technique, pour la standardisation, finalement d'ailleurs c'est pas pour rien que les grandes entreprises sont transhumanistes ou mondialistes. C'est parce que intrinsèquement elles ne peuvent servir que ça, puisqu'elles participent déjà à l'uniformisation. Donc elles pourraient pas prôner le contraire, même si elles le voulaient. De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, oui, du coup, c'est très, très, très délicat de savoir quoi prendre, quoi rejeter. En tout cas, une chose est sûre, il faut un équilibre entre les deux. Il faut le trouver. Et à mon avis, chaque peuple doit trouver le sien. Les Européens ne doivent pas pour autant... Je me souviens d'une interview avec Guillaume Fay et Daniel Conversano, où à un moment donné, ils disent, finalement, c'est Fay qui dit ça, finalement, qu'est-ce que c'est que la tradition ? Mais c'est une pirouette, mais qu'est-ce que la tradition européenne, finalement, c'est le progrès. De dire ça, ça peut être dangereux. Mais en même temps, il a raison, c'est pour ça qu'il faut la freiner, mais évidemment que cet esprit est intrinsèque aux Européens, ou aux Européens d'origine, je pense aux Nord-Américains, aux Australiens, et donc, certains diraient aux Blancs, et en fait, c'est cet équilibre qu'il faut réussir à gérer correctement. Parce que bien sûr qu'on ne va pas tout foutre par terre, mais en même temps, il faut faire attention, non pas aux dérives, mais vraiment à la science même. Que la science ne devienne pas du scientisme, qu'on aille dans l'espace. Donc, on n'a encore fait aucune colonie extraplanétaire, on a déjà pourri tout l'environnement proche avec les lanceurs de satellites, les satellites et tutti quanti. Donc on est capable du pire. Tout à fait. Et très vite. Donc alors qu'on n'a déjà pas réussi à régler le problème sur la planète Terre, on est en train déjà de foutre le bordel ailleurs. Donc attention à ça quand même. Voilà. Et puis on pourrait en parler dans d'autres émissions, je pense que ça serait intéressant de l'intelligence artificielle, du big data. C'est en train d'être utilisé. Il y a très peu de progrès en ce moment d'intelligence artificielle en termes d'algorithmes, très peu de progrès, mais il y a pourtant un renouveau au niveau de son utilisation, parce que ça fait des années qu'on met des capteurs partout, qu'il y a des caméras partout, qu'on utilise le big data partout, et donc cette utilisation, là on commence à avoir des données massives, même sans algorithme supplémentaire. Rien que son extraction et sa lecture statistique dans un simple programme donne des résultats stupéfiants. Et donc du coup, on a l'impression qu'il y a un bond à cause de ça. Et c'est vrai. Et donc ça peut avoir des conséquences. Alors pour quelqu'un qui est fan de technologie, ça peut être très intéressant. Mais
pour un totalitariste, ça peut être très intéressant aussi. Oui. Alors on se plaint déjà qu'il n'y a plus aucune marge de manœuvre en France. On va jusqu'où comme ça? Est-ce qu'on va donner ces clés-là au gouvernement français actuel? Attention. Ouais, mais équilibre, c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. Encore une autre question où tu as un petit peu déjà élagué le terrain. Ma question, c'était pourrais-tu éclaircir les côtés les plus entre grand guillemets talentueux des deux personnages, à savoir le côté maçonnique et conversion, enfin on ne parle pas vraiment de conversion d'intérêt pour l'islam, en tout cas avéré chez Guénon. L'intérêt n'était pas pour l'islam. L'intérêt était de se dire, je sais pas, à l'époque, il y a combien? Il y a peut-être 500 millions ou 600 millions de pratiquants musulmans. Alors évidemment, Aldostérone et tous ceux qui viennent de sociétés islamiques, on n'est pas dupes, on le sait aussi. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra bientôt dire qu'on vient d'une société islamique. On voit que c'est le mimétisme, que c'est la peur qui les tient. Et que quand on prend, je sais pas, n'importe quel pays, mettons un pays de 40 millions d'habitants comme l'Algérie ou le Maroc, on est obligé de dire tous les Algériens sont musulmans. Donc on ne leur pose pas la question. Quand on fait la recension du nombre de musulmans sur Terre, on dit tiens déjà Algérie, on coche les 40 millions. Attends, t'as été les voir? Non. Mais on considère que oui. Pourquoi? Parce que leur régime est plutôt, même s'il n'est pas islamiste au sens de ce qu'ils ont connu, notamment pendant les années de terrorisme, il est quand même spirituel. Même pas spirituel en fait. C'est trop gentil comme mot pour eux, mais dogmatiquement islamique. Hein? Donc du coup, quelqu'un qui dirait ouvertement je le suis pas, allez vous faire foutre, il a une espérance de vie assez faible. Donc oui, effectivement, ils se tiennent tous par la petite barbe là et ils disent plus ou moins grosse et la barbe et je suis musulman, mais en fait non. C'est pas comme ça qu'on compte, parce que pour ça après tu dis mais est-ce que tu comptes les chrétiens? Bah oui, mais du coup tu fais pas pareil, tu dis pas un français égale un chrétien. Pourtant, tu pourrais faire la même chose. Oui, tout à fait. Bon. Enfin, dans une logique en tout cas quand même de. Puis c'est la religion du livre. Bon, j'ai pas parlé du judaïsme parce que le judaïsme tu peux pas tellement te convertir. Donc ça n'a pas tellement d'intérêt pour quelqu'un d'extérieur de s'intéresser tout à coup à ça. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils viennent de se trouver tout à coup des origines juives. Oui, c'est plus hermétique en tout cas. Oui, mais c'est pas universel. Alors que le christianisme et l'islamisme sont universels. Tu veux apprendre l'arabe et t'es musulman, tu peux mettre. Même si tu veux demain te faire baptiser, tu vas devoir faire 2-3 ans de catéchuménat, si tu as passé l'âge de catéchisme, et tu vas en chier. Alors peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire ton baptême en même temps que ta communion, mais ça va te prendre quand même 3 ans. Alors que si, dans la minute, tu veux te convertir à l'islam, tu prononces une simple phrase qui dit en arabe, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohamed est son prophète, ça y est, t'es musulman. D'accord, c'est très très rapide. Okay. C'est spirituel, n'est-ce pas? Oui, très. Tu vois la différence de démarche entre je pense qu'en sortant... Entre 5 secondes et 3 ans, l'accompagnement, etc. Tu vois, avec l'entrée en église qui se fait... démarche, c'est sûr. Donc bon, bref. Donc quand on parle de spiritualité, faisons attention. Mais en tout cas, en tant que religion du livre, l'islam intéressait nécessairement toute personne intéressée par les religions. D'ailleurs, quand on parle de... Tu sais, il y avait les cours d'histoire à la Sorbonne, etc., de religion comparée. À quoi est-ce qu'on comparait l'islam? Est-ce qu'on comparait le christianisme? Même si on va plus fin, le protestantisme, l'orthodoxie, le catholicisme. On comparait avec quoi? On comparait pas avec le bouddhisme, on comparait avec l'islam. Voilà. Tout simplement. Donc oui, souvent ça a été reproché. On a dit Guénon l'occultiste. Alors qu'il a écrit des textes assez... Dès les années 20, il a écrit des textes très très durs sur la théosophie de Blavatsky, d'Annie Besant, des textes très très durs sur le spiritisme, sur les tourneurs de table, sur les invocateurs d'esprit. C'est pas du tout un occultiste. Les gens confondent l'ésotérisme et l'occultisme. Très souvent, oui. L'ésotérisme, c'est ce qui est caché. Oui. C'est un peu, un peu une quête du Graal. C'est-à-dire que on ne peut pas te donner la réponse, c'est à toi de faire le travail. Tu vois, à un moment donné, moi je peux donner des pistes, là, si on prend cette émission en exemple, mais c'est pas parce que tu as écouté Dufault pendant 1 heure que tu auras assimilé tout ce que j'ai dit, ou toutes les sources qui m'ont pris moi des années à étudier, etc. C'est un point de départ. Mais... ou un checkpoint. Voilà. Mais c'est pas une finalité.
À un moment donné, si tu veux aller même pas plus loin, mais quelque part, tu prends un des bouquins qui t'intéresse le plus parmi tout ce que j'ai cité, ou parmi ceux que j'ai cités, etc. Ça peut aller très loin comme ça, de proche en proche. Et tu le prends, et tu le lis, et tu fais ton chemin. Oui. Et tu prends ce qui te plaît, et puis tu affines, etc. Mais c'est un travail, on ne peut pas faire le travail pour soi. Voilà, sauf en démocratie où on dit, machin, elle est plein de pouvoir, vas-y, c'est la démocratie, c'est le voisin qui va choisir de quelle couleur je mets ma tapisserie. On va faire un vote. Et si sur les 3 voisins, les 2 veulent que je peigne ma salle de bain en bleu et l'autre en rose, et moi j'ai une voix aussi, je vais devoir la peindre en bleu. C'est ça la démocratie. Bravo. Ça, du coup, on peut faire un parallèle avec la citation, en tout cas la réflexion que tu as fait sur l'islam, c'est que la démocratie, c'est instantané, ça prend pas de temps, c'est pas élitiste du tout, c'est pas qualitatif. Ce que dit Guénon sur parce que, évidemment, la tradition primordiale, pourquoi est-ce que tout à coup on se retrouve avec, dans ce cas, plusieurs traditions différentes, même si elles ont éventuellement une racine unique, initiale de l'homme, sans remonter à Adam, mais même éventuellement. Pourquoi ? Il le dit pas comme ça. Il dit pas parce que elle dépend de la race. Mais en fait c'est ça, il dit elle dépend du lieu et du temps. Ça veut dire quoi ? Elle dépend d'un peuple à un instant T. Bon, bien sûr. Ok. Donc on remarquera que certains peuples, eux, ont besoin de ça. C'est la même chose que pour les civilisations arabes. Donc là on quitte l'Afrique du Nord et on va au Moyen-Orient. Ils ont besoin d'un dictateur. Oui. S'ils n'en ont pas un, en Irak, en Syrie, en Iran, s'ils n'ont pas un chef vraiment puissant à la tête du truc, même en Libye, on l'a vu, en Égypte aussi. Là, il y a plein d'exemples. C'est même assez effrayant. On n'est plus au Moyen-Orient, mais dans l'Afrique intermédiaire. Tu sais que justement, cette semaine, je m'amusais à regarder un petit aparté, le nombre, en fait, je crois que c'était sur Wikipédia, le nombre de dictatures en fonction des continents. Afrique, c'est bingo, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant. Mais il ne faut pas le critiquer, parce qu'ils ont besoin de ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu te retrouves, s'ils n'ont pas un dictateur qui tient le pays, tu as 1 million de morts le lendemain. Oui, mais clairement. Ouais. Donc en fait, ils sont obligés, sinon ils découpent tous à la machette toute la nuit. Et au petit matin, tu as un tas de cendres. Et voilà, ils sont obligés de se maintenir comme ça. Et donc, d'où la différenciation. Mais si tu creuses le message fondamentalement religieux, par exemple, on est tous frères, on est pour la paix contre la guerre, on est pour la vie contre la mort, etc. À part la nouvelle religion transhumaniste de Ray Kurzweil, tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Mais simplement, même si le message spirituel est le même, dans la pratique, tu vois, l'islam, c'est vraiment... c'est vraiment très très détaillé dans la vie civile, ton comportement. Oui. Le mec, il doit te faire une sourate pour te dire que si tu as besoin de quelque chose qui est chez ton voisin, après une certaine heure, tu dois attendre le lendemain. Pourquoi ? Parce que si tu dis pas ça, les mecs à minuit rentrent chez toi. Non, mais c'est que ça, quitte à passer par la fenêtre si la porte est fermée. Et s'ils font pas ça, ils sont, tu vois. Ouais, non, donc, nous on peut dire oui, c'est un code civil, c'est une loi, oui, mais ils sont obligés. Ouais. Normalement en France t'es pas obligé de faire ça, t'as une espèce de politesse, ce que Orwell appelle la common decency, de décence commune. Ouais, du bon sens, ouais. Ce qui fait que, oui, ça c'est une élément de valeur, mais oui, moi je le pense, mais qui peut dire que oui, si tu regardes, si tu vois qu'il n'y a plus de lumière, à la limite si tu vois que c'est allumé et que tu vois sa silhouette derrière la fenêtre, et tu vas peut-être oser le déranger selon si tu le connais bien ou pas, et si vraiment du degré d'urgence que tu considères d'urgence. Tu le prends avec un médecin aujourd'hui, moi j'ai une famille de médecins, on n'emmerdait pas les gens comme ça avant. Ouais. Aujourd'hui, le moindre truc, il faut que le médecin vienne dans la seconde. Et on a vu un bête article sur internet par rapport à ces symptômes. Et donc on dit au docteur, j'ai ça, il faut me donner tel traitement. Le mec, il t'a pas encore examiné. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Voilà, et ça c'est les Français de maintenant. Ouais. C'est pas les Africains.
On se dit, je dis ça, je fais pareil. Quand je vais chez mon médecin, je commence à me renseigner déjà sur ce que j'ai. Mais tu vois, bon, j'ai souvent un cancer, ceci dit. Donc je suis miraculé plusieurs fois. Donc, oui, parce que tu vois, en plus, c'est des trucs complètement bidons que tu vas trouver. Tu vois, ils vont mettre le cas le pire. Statistiquement, évidemment, tu vas pas avoir le cas le pire à chaque fois que tu as un symptôme de n'importe quoi. Mais donc, tu vois, il faut essayer de revenir quand même à cette exigence. Tu vois, même si le fascisme était une exigence pour les autres, mais là, il faut lire De Grelle. L'appliquer avant tout à soi. Et là, ça commence à être vu autrement. Tu vois, les mecs de démocratie participative en ce moment parlent beaucoup de Wat Sharia, de charia blanche. Et je crois qu'ils l'ont précisé. Ils ont dit, ne croyez pas que c'est marrant pour l'homme. C'est vous, les hommes, qui allez devoir faire beaucoup d'efforts. C'est pas une sinécure d'être un homme traditionnel. Bien sûr. C'est pas marrant, c'est pas drôle. C'est très exigeant. Et évidemment que la plupart des trolls d'internet de toute leur vie ne pourront jamais faire ça. Oui, bien sûr, ouais. Jamais. Alors justement, j'avais après la même question sur Julius Evola, c'était effectivement sur ses côtés anxieux, c'était évidemment j'en ai parlé, lui, son lien, côté anti-chrétien, on peut le dire un petit peu antisémite aussi quand même. Je suis pas certain. Il fait une espèce de je pense qu'il fait l'amalgame de toute façon. Tu sais, c'est en fait pourquoi Maurras était antisémite, parce que en fait il était germanophobe. En fait, il fait le même constat qu'Hitler. À un moment donné, il dit quand je regarde l'Allemagne, je vois des juifs. Oui. Ouais, c'est vrai que... Donc je suis antisémite et germanophobe. Je suis antisémite parce que germanophobe. Et en fait, Evola va faire un peu un amalgame aussi en disant je suis contre le christianisme en tant qu'avec l'Église, avec tout l'ordre temporel que ça suppose, hein, pas simplement spirituellement, c'est pas simplement le manichéisme, c'est aussi l'organisation du Vatican, de Rome et de la papauté, etc. Et il dit mais quand je vois Jésus, je vois qui? Je vois un juif finalement. Donc, même truc. Oui, je suis antisémite parce que je suis anti-chrétien. Mais c'était rarement pour le juif en tant que tel. Oui, d'accord. Okay, à travers le juif, ils vont voir l'allemand, ils vont voir le chrétien. Ouais, il y a quand même quelque chose qui est présupposé. Mais c'est pas bêtement comme le disent les gauchistes ou certains juifs, c'est pas bêtement une maladie mortale qui dit qu'on va le juif comme ça. Oui, bien sûr. Oui. C'est un truc primaire. On peut se tromper de raisonnement, mais tu vois, il y a ce raisonnement derrière. Et justement, tiens, est-ce que question là qui me vient comme ça, est-ce que Evola était une des lectures recommandées par Mussolini lui-même, enfin en tout cas le système fasciste, est-ce que tu as une idée? Non, je crois pas. Non. Peut-être que ponctuellement ils ont pu mettre en valeur certains de ces textes, pas d'ouvrage à proprement parler, tu vois, peut-être des textes, un instant T dans telle revue, voire dans telle revue fasciste. Oui. Il y a le numéro 17, il y a un article d'Evola, page 22, bon vas-y, mais ça s'arrête à ça. Ok. Et justement, est-ce que là ça sera ma dernière question. Par contre, il a été assez libre d'écrire ce qu'il voulait pendant ce temps-là, faut pas... Oui. Voilà. Ouais. C'est déjà bien d'avoir son indépendance, tu vois, sans qu'il y ait flatterie ou mise en avant, mais il avait une certaine liberté. Ouais. Justement, ça sera ma dernière question. Est-ce que tu as des ouvrages en particulier à conseiller chez ces deux auteurs? Parce que je connais un petit peu moins Guénon, mais en tout cas, Evola peut avoir des bouquins assez indigestes. Notamment dès que ça commence à parler vraiment de métaphysique, de philosophie un petit peu hindouiste. Oui. Ça devient assez gratifiant. Il faut quand même préciser une chose, même si... Bon sens du terme, mais bon. Là c'est au niveau du fond, effectivement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, tout ce côté-là m'intéressait assez peu. Les états multiples de l'être, le Vedanta, etc. Tous les textes, on peut te faire la description des Upanishads, de tous les textes hindous, les Védas, il peut t'expliquer ça en long, en large et en travers. Bon, ça te parle pas, c'est compliqué. Puis, on n'est pas élevé dans cette culture. Même les Indiens de maintenant, moi je travaille avec beaucoup d'Indiens professionnellement, ils sont pas élevés là-dedans. Ils subissent le système des castes, mais quand on parlait d'ésotérisme tout à l'heure, c'est fait aussi pour que quelqu'un qui n'a pas à avoir accès à une information ne puisse pas la décoder, c'est comme un code. Tu vois, on a beau te le mettre sous le nez, si t'as pas la clé,
ça te dira rien. C'est une espèce de sécurité, pas spécialement pour ceux qui l'ont créé, mais pour toi. Pour pas que tu lises un truc que tu n'es pas capable de comprendre et que tu en tires de mauvaises conclusions. Là, c'est pareil. Okay. Cette caste-là n'a pas à avoir accès à ça, donc ils l'ont pas, point barre. Et spontanément, ils vont pas s'y intéresser parce que l'Inde, c'est un pays en voie de développement, ils vont se pencher vers l'informatique et pas vers les textes védiques qui ont 5000 ans, si tu veux. Donc, oui, tout simplement. Donc, après, ce que j'aimerais dire, c'est que Guénon, surtout Guénon, mais Evola aussi, mais je pense qu'il a un peu copié son style, ont un style très clair, limpide. Là, tu vois leur appétence pour les mathématiques et la logique. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le répète à chaque fois, quand vous faites des études de mathématiques ou de philosophie à la faculté, vous avez un cours en commun qui est celui de logique. Vous avez des cours de logique qui sont communs aux deux formations, aux deux cursus. Et ceux qui sont du coup en formation S, qui viennent de bac scientifique, réussissent la philosophie beaucoup mieux que les littéraires. Parce qu'il y a cette construction abstraite et logique. Et donc Guénon, c'est ça. Philippe Landau écrit comme ça. C'est un style un peu plus chiant, même si le fond est très très important. Mais quand il examine une situation, il y a toutes les hypothèses. Et il n'en oublie aucune, il traite tout. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est chirurgical. Donc leur style est très beau, c'est une belle langue, surtout Guénon parce qu'on peut toujours dire que les traductions de l'italien sont moins bien. Mais en tout cas, Guénon écrit en français, et même s'il écrit en arabe aussi, mais en tout cas les textes qu'on a lus en français, ils sont magnifiques. Très belle langue. Alors les conseils, il y en a beaucoup qui conseillent de commencer par la crise du monde moderne, qui est un peu le paradigme de son premier ouvrage de la critique du monde moderne. En fait, cet ouvrage, c'est une suite. Comme j'ai dit tout à l'heure, le monde moderne, il le distingue entre Orient et Occident. En fait, son premier livre sur le sujet, c'est Orient et Occident, 1924. Je conseille plutôt de commencer par celui-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent par la crise du monde moderne parce que c'est le plus court et c'est ce qu'on leur dit. À mon avis, c'est pas judicieux parce qu'il leur manque la première partie. C'est l'erreur dans laquelle je suis tombé. Voilà. Orient et Occident, 1924. Après, effectivement, la crise du monde moderne, 1927. Et toujours dans cette optique, parce que je l'ai dit, c'est ce qui m'intéressait le plus, la critique du monde moderne. 1945, le règne de la quantité et les signes des temps. Et 1900, j'avais loupé, j'en ai loupé un en 1929, qui est entre les deux, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Donc là, qui revient bien sur la distinction des castes. Ce qui est génial, c'est que même les titres, en fait, ça résume la. C'est parlant, C'est dire, tu vas pas te perdre. Oui, c'est clair. C'est magnifique. Après, pour Evola, donc ça, c'est les principaux que j'en ai écrit plein. Ils sont tous beaux à lire, mais ils sont pas tous intéressants. De toute façon, c'est très difficile d'en tirer quelque chose à chaque fois parce que on peut pas être spécialiste de tout. Mais voilà. La révolte contre le monde moderne, c'est un peu l'équivalent de la crise du monde moderne et d'Orient et Occident, mais d'Evola. Par contre, lui, il est beaucoup plus politique, alors que celui de Guénon n'entre pas dans ses considérations politiques. Tu commencer par celui-là ? Ouais, Révolte contre le monde moderne, 1934. Alors c'est un gros pavé de plus de 500 pages. C'est pour ça que je te posais la question. Tu l'as terminé, tu l'as commencé, tu l'as fini ? Je l'ai entamé comme beaucoup de livres, depuis D'accord, bon, ok. Mais c'est un livre qui est très très dur à trouver en édition papier. Peut-être que les éditions Bibracte vont le rééditer. C'est pas sûr. Sinon, peut-être Acribeia qui en édite beaucoup des Evola, je sais pas. Non, mais en tout cas pour l'instant, on ne le trouve plus en neuf. C'est de l'occasion. Par contre, il existe en format PDF sur internet, on le trouve très facilement. Donc, je veux dire, de toute façon, c'est pas la peine d'acheter un exemplaire d'occasion à 200 €. Téléchargez-le, vous le mettez sur une liseuse ou sur votre tablette ou un PC. Et je ne conseille pas de l'imprimer, 500 pages, c'est quand même beaucoup. Mais bon. Vous pouvez le faire relier, ça se trouve pour 30 €, on peut le faire relier, pourquoi pas. Orientation, qui sont des articles fabuleux. Génial. Génial. C'est celui-ci auquel tu pensais, on a l'impression que c'était écrit hier. Ah oui, celui-là c'est. Donc ça c'est 1950. Magnifique, Orientation. Je me savais qu'il était même plus récent. Orientation, hommes et problèmes. Tout un programme. Donc là, 1950, c'est pas par hasard, c'est vraiment après Nuremberg. En l'an 5 de Nuremberg. Les hommes au milieu des ruines, 53, c'est la suite logique, c'est fabuleux aussi.
La suite logique aussi. Si j'explique, parce qu'en même temps, il faut que j'explique le parcours. Oui. Bon, il fait une petite pause, donc 53, les hommes au milieu des ruines, 58, métaphysique du sexe. Alors là, c'est l'anti-gender. Oui. Et c'est magnifique. Alors lui, là, il revient sur toutes les déesses grecques. Je sais pas, moi, vous avez Athéna, Hestia, Derketo, et puis avec les équivalents gréco-romains, quoi, Artémis. Oui, bien sûr. C'est magnifique. Et là, vraiment, les particularités psychologiques, etc., de chaque sexe. Là, on peut pas. T'es un homme ou une femme, je sais pas. Non. Arrête. Voilà. 61, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Plutôt que de se battre contre le système, il disait bon, allez, on va essayer de se changer soi-même. C'est ce que finalement, en revenant à ça, beaucoup de chercheurs politiques qui finissent par abandonner en se recentrant sur le développement personnel, etc. Là, ça reste politique, mais c'est plus individuel que les actions collectives. Chevaucher le tigre, 61. Et l'arc et la massue en 68, c'est marrant, juste avant mai 68, l'arc et la massue, il revient un peu. Donc l'arc, c'est pour attaquer à distance, et la massue au corps à corps. Dans tous les cas, ça reste très offensif. Là, il sent un peu peut-être le 68ardisme et il commence à se défendre, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Très bon livre. Et puis, Exploration, 1974, là c'est des articles qui ont été publiés vraiment à la fin de sa vie, il est mort en 1974. Exploration, du même acabit que les orientations. On a l'impression que ça a été écrit hier, des articles vraiment généraux sur le monde moderne. Voilà ce que je conseillerais. Je pense que ça vous laisse quelques années de lecture. Oui. Quelques mois pour ceux qui lisent, ça serait très vite, mais voilà. Je te remercie une nouvelle fois, Jean-Yves, pour avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. On rappelle que tu as donc écrit Résistance et Tradition en 2013 qui traite de ces sujets-là. Et je pense qu'on te recevra dans un prochain entretien très prochainement. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir.